sur le globe, le pôle Nord est beaucoup plus touché par cette augmentation des températures et les continents aussi sont plus touchés que les océans. Et donc on voit que au niveau de la France, de l'Europe, cette augmentation de 2 degrés se traduit plutôt par une augmentation de 2 à 3 degrés de température moyenne annuelle. En réponse à ce problème climatique, on a deux politiques publiques. On a les politiques d'atténuation qui consistent à réduire, à limiter l'émission des gaz à effet de serre qui provoquent ce réchauffement et à augmenter la séquestration carbone dans les sols, dans les réservoirs naturels, dans les forêts, mais aussi peut-être avec les procédés industriels, mais pour le moment on n'est pas du tout au point. Et le deuxième axe des politiques climatiques, c'est les politiques d'adaptation qui nous concerne aujourd'hui. Donc les politiques d'adaptation sont dépendantes des politiques d'atténuation et elles doivent permettre de s'ajuster à ce réchauffement climatique afin de limiter les impacts négatifs du changement climatique sur la société et sur la nature et, quand c'est possible, de tirer le meilleur parti des quelques opportunités qu'il pourrait offrir. Je souhaite insister sur cette interdépendance entre ces deux axes d'action. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que moins les politiques d'atténuation, de réduction des gaz à effet de serre sont appliquées, plus les impacts seront importants et l'adaptation de nos sociétés rendue difficile. C'est le GIEC qui le dit, hein, les derniers rapports viennent de paraître. Alors, où est-ce qu'on en est de cette augmentation des températures? Donc le point de référence pour calculer cette augmentation des températures, c'est la période pré-industrielle, donc on va dire 1850. Et le GIEC a constaté que au niveau global, la température a augmenté déjà de 1,1 degré Celsius. Au niveau de la France, donc Météo France, qui participe aux travaux du GIEC, a constaté que l'augmentation moyenne était de 1,7 degrés. Et que cette augmentation s'est accentuée au cours des 3 dernières décennies, avec une évolution de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, donc davantage de journées chaudes, davantage de vagues de chaleur qui sont plus fréquentes, plus intenses, et une intensification des pluies extrêmes, en particulier sur les régions de la Méditerranée. Au niveau de l'Occitanie, on peut, si vous le souhaitez, vous pouvez approfondir en regardant les projections qui sont faites par Météo France des conséquences du changement climatique à 2055, enfin milieu du XXIe siècle, voire fin de siècle. Vous pouvez aller voir ce site, le portail DRIAS de Météo France, qui vous permet de zoomer sur votre département, votre territoire, et de sélectionner les impacts du changement climatique en fonction des scénarios d'atténuation, si on arrive à bien atténuer nos émissions, s'il n'y a pas de politique climatique qui est mise en place, etc. Donc vous pouvez avoir des informations sur le niveau de sécheresse du sol anticipé, sur les fortes chaleurs, les fortes pluies, etc. Donc au milieu, je vous ai mis une capture d'écran de l'augmentation de la température en Occitanie par rapport à la référence de Météo France qui est 1970, donc ça fait beaucoup de changements de date. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est cette différence entre un scénario qui respecte l'accord de Paris et un scénario où il n'y a pas de politique d'atténuation qui est mise en place. Du coup, les températures en Occitanie augmentent davantage et les politiques d'adaptation peuvent être rendues plus difficiles. Au niveau national, la France a adopté un plan national d'adaptation au changement climatique. C'est le PNACC. Et donc ce PNACC, ce PNAC, il donne un cadre pour une adaptation effective dès 2050 à un climat cohérent avec une hausse des températures de 1,5 à 2 degrés au niveau mondial, donc un peu plus au niveau de la France, au niveau des continents. Ce PNAC 2, il se concentre sur 10 impacts et 9 sont présents en Occitanie. Donc les inondations dont on parlait tout à l'heure, les risques de submersion marine, les crues, les vagues de chaleur, la sécheresse, les incendies, la baisse de l'enneigement, les impacts sur la biodiversité et les impacts sur l'économie. Et parmi les priorités de ce plan national, il y a celle de promouvoir les solutions d'adaptation fondées sur la nature que Morgane développera tout à l'heure. Donc maintenant que je vous ai posé le cadre un peu général de ces politiques atténuation, adaptation, impact observé et à venir et qu'est-ce qu'on fait au niveau national, je vais entrer plus dans les détails
pour l'Occitanie. Donc avec l'Adréal, et avec du coup le CEREMA et des DDT qui sont volontaires, on a monté un groupe de travail pour réfléchir pour faire un état des connaissances des impacts du changement climatique en Occitanie, voir les leviers que les collectivités pouvaient actionner, essayer de répertorier des retours et d'expériences intéressants qui sont déjà mis en place en Occitanie. Et ce travail, vous pouvez le retrouver à ce lien qui est le site internet de l'Adréal. Donc on a produit 7 livrets thématiques. Le livret eau, biodiversité, les risques. Donc les risques, c'est la canicule, inondation et retrait-gonflement des argiles. L'agriculture, la forêt, le changement climatique en montagne et le changement climatique sur la mer et le littoral. C'est des livrets assez conséquents, ils font une quarantaine de pages, mais vous pouvez retrouver leur synthèse dans des plaquettes qui sont toujours au même lien, des plaquettes de 4 pages qui vous permettent en 4 pages d'avoir quelques chiffres clés et les leviers d'action, des retours d'expérience en Occitanie. On a aussi produit des vidéos qui permettent de montrer des actions qui sont réalisées en Occitanie. C'est des vidéos de type les élus par les élus. On en a tout à l'heure vous avez parlé cité le risque incendie. Donc on a une vidéo sur le risque incendie, une vidéo sur la désimperméabilisation, une vidéo sur les zones humides. Donc j'ai vu que Madame Lavergne était présente. Donc l'utilité des zones humides face aux impacts du changement climatique. Donc je vous laisse, vous pourrez découvrir tout ça. On va un petit peu entrer dans les détails maintenant. Je vais vous présenter cela. Donc très rapidement, dans ce travail, on a cherché à montrer ce qui était déjà constaté en Occitanie. Donc, par exemple, sur les forêts, on a déjà constaté que dans le sud de la France, la production des chênes pubescents a diminué au cours des 25 dernières années en raison de la sécheresse. On constate pour l'agriculture des phénomènes d'échaudage, c'est-à-dire de végétation brûlée, comme cela a eu lieu en 2019 dans le Gard et dans l'Hérault. Donc on a plein de petits chiffres comme ça qui permettent de voir que l'impact du changement climatique en Occitanie, il est déjà présent et il risque de s'accentuer. Je vais entrer dans le détail sur 3 impacts du changement climatique qui concernent de nombreux territoires et pour lesquels les solutions d'adaptation fondées sur nature apportent des solutions très intéressantes. Donc je ne sais pas si parmi vous il y a des communes littorales, mais c'est quand même intéressant parce que ça aura vraiment des impacts même sur, pas seulement sur la frange littorale, mais sur les kilomètres derrière également, parce que c'est une question d'organisation aussi, s'il y a besoin de relocaliser les activités, ça impacte toute l'Occitanie. Donc ce qu'on observe jusqu'à présent sur la mer Méditerranée, c'est une augmentation de 1 mm par an de 1970 à 2006 et une accélération de la montée de la mer de 3 mm par an ces 10 dernières années. Les conséquences, ce sont les érosions côtières, les submersions marines, qui ont déjà commencé et qui risquent de s'accentuer. Donc, cela a de nombreuses conséquences sur la biodiversité, destruction des habitats marins, migration des espèces marines, modification des écosystèmes. Et ça a aussi des conséquences sur des impacts socio-économiques. On prévoit donc à horizon 2100 une augmentation du niveau de la mer de 80 cm. Et cela va donc va faire augmenter de 38% la population impactée par la montée des eaux en Occitanie. Donc du point de vue socio-économique, on a une vulnérabilité accrue des territoires aux risques naturels, une pression accrue sur les ressources halieutiques et aquacoles par rapport aux impacts sur la biodiversité, des impacts sur l'activité touristique et des impacts sur les infrastructures, sur les logements, sur les entreprises, sur les kilomètres de routes qui peuvent être touchés. Un autre risque qui concerne, on l'a vu tout à l'heure, et qui inquiète beaucoup de collectivités, c'est le risque inondation. Donc en Occitanie, on a déjà 3 types de phénomènes d'inondation. Les inondations de plaine, les inondations par crue torrentielle, surtout en montagne, et les inondations par ruissellement pluvial urbain. C'est 95% des communes de l'ancienne région Languedoc-Roussillon qui ont été concernées au moins une fois entre 1985 et 2015 par un arrêté de catastrophe naturelle au titre des inondations, et c'est 20% de la population du bassin Adour-Garonne qui a été déjà exposée à ce risque d'inondation. Et les conséquences du changement climatique,
c'est une amplification de ce phénomène. Parce que on va avoir des événements extrêmes plus fréquents, notamment les pluies sévennales. On va avoir des sols de plus en plus secs avec la sécheresse et les canicules. Et en plus de cela, s'ajoute la question de l'urbanisation qui peut augmenter en lien avec l'augmentation de la population. Et l'ensemble de ces facteurs participent à augmenter la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Et dernier risque sur lequel je souhaitais faire un zoom, c'était le risque canicule. Donc en Occitanie, on a l'INSEE Occitanie qui a fait une étude sur l'impact de l'augmentation des canicules sur la population. Et elle a vu que les zones les plus impactées par cette augmentation à horizon 2020-2050, donc c'est-à-dire tout de suite, ce sont les littoraux méditerranéens, les territoires de montagne et les villes. Elle prévoit, l'INSEE a calculé qu'en 2050, sur le littoral méditerranéen, on aurait 82 journées estivales par an. Sur les territoires de montagne, 48-70, ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on aura une accentuation, déjà en cours, du phénomène d'îlots de chaleur urbain. Donc, le phénomène d'îlots de chaleur urbain, c'est un écart de température entre une zone urbaine et les zones rurales et naturelles périphériques. Et ce qu'il faut avoir en tête, que je trouve important aussi, c'est que, et comme l'a souligné l'INSEE, c'est que d'ici 2050, 60% des personnes pauvres vont habiter dans une zone où il y a de très fortes chaleurs. Et donc la question de l'adaptation, la question du climat, elle est aussi alliée avec la question les questions sociales. Parce que ces personnes pauvres ne logeront pas forcément dans des bâtiments adaptés aux fortes chaleurs. Donc, il y a de véritables enjeux à développer une stratégie d'adaptation dès aujourd'hui pour réduire la vulnérabilité des citoyens, de la population, de la nature face à ce changement climatique. Et donc dans les documents, les productions qu'on a produites avec le CEREMA et les DDT, on a essayé de voir l'ensemble de ces co-bénéfices, de ces bénéfices de l'adaptation pour une collectivité. Ça peut être par exemple anticiper et limiter les effets du changement climatique sur la santé humaine, pour les canicules, pour les allergies. Ça peut être anticiper les coûts pour la collectivité parce que c'est moins cher de réduire la vulnérabilité du territoire aujourd'hui, d'anticiper plutôt que de réparer. S'adapter, c'est aussi préserver l'attractivité du territoire, notamment touristique ou pour les entreprises. C'est répondre aux attentes sociétales et améliorer le cadre de vie des habitants. C'est également préserver les capacités de stockage carbone des forêts et donc ça permet de favoriser l'atténuation au changement climatique. Et enfin, et ça sera développé tout à l'heure, l'adaptation permet de protéger la biodiversité, favoriser sa capacité à s'adapter et donc préserver les services écosystémiques rendus par la biodiversité qui nous permet en retour, en plus, de s'adapter à ce climat qui change. Donc pour conclure, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ce changement climatique, c'est quand on a un projet quelconque, quel qu'il soit, c'est de se poser la question, est-ce qu'il va être adapté au climat futur? Est-ce qu'il n'aggrave pas la vulnérabilité du territoire? Et est-ce qu'il n'aggrave pas non plus le changement climatique? Donc, les facteurs clés de l'adaptation qui ont été mis en avant par le Haut Conseil pour le climat, c'est celui de davantage anticiper, c'est-à-dire de passer d'une réponse réactive, sectorielle, au cas par cas, vraiment en réaction, à une réponse plus systémique, générale, proactive, davantage de prévention et d'anticipation des impacts pour réduire du coup ces impacts sur notre société et la nature. Et évidemment, continuer à appliquer les politiques d'atténuation car l'adaptation a également ses limites, donc les deux vont vraiment ensemble. J'ai fini pour la partie présentation générale de l'adaptation. Du coup, je vais rendre la main, je pense, à Morgane, du coup. À Morgane. À Morgane qui va enchaîner. Je vous propose que la session de questions-réponses se fasse après l'intervention de Morgane et qui va nous parler justement là de tout ce que vient d'évoquer Myriam. On parle d'anticipation, on parle d'adaptation et puis on a évoqué la biodiversité parmi les solutions et c'est vraiment sur ça qu'on va zoomer maintenant en vous parlant de ce qu'on appelle les SAFEN. À toi Morgane. Merci beaucoup Cécile et merci beaucoup Myriam aussi
pour cette contextualisation sur le changement climatique et la nécessité de s'adapter. Donc, je me présente rapidement, Morgane Villetard, je suis animatrice régionale sur les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature dans le cadre d'un projet LIFE que Cécile a nommé tout à l'heure, qui se nomme Artisan et qui effectivement n'a rien à voir avec l'artisanat et qui signifie accroître la résilience des territoires en incitant au recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc un projet qui est sur 8 ans et piloté à l'échelle nationale par l'Office français de la biodiversité. Donc effectivement, il est extrêmement nécessaire de s'adapter, comme l'a très bien expliqué Myriam. Mais l'autre enjeu également de ce 21e siècle, c'est l'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, on a en France 78% des habitats naturels qui sont dans un état défavorable de conservation. Et 18% des espèces qui ont d'ores et déjà disparu. C'est des sources qui proviennent de l'Observatoire national de la biodiversité. Donc il y a cet enjeu d'érosion de la biodiversité. Or, la biodiversité et le climat sont deux enjeux extrêmement interdépendants. Le changement climatique va effectivement impacter la biodiversité, va venir intensifier parfois une dégradation d'écosystèmes naturels, va modifier les aires de répartition des espèces. Et cette dégradation des écosystèmes naturels, de la biodiversité, va venir influencer, accroître, exacerber le changement climatique. C'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction positive entre justement climat et biodiversité. En prenant un exemple très connu sur les zones humides, tout ce qui va être par exemple tourbière, prairies alluviales, etc. Si on prend une tourbière, le changement climatique par l'augmentation de la température, la baisse du régime moyen des précipitations va impacter une zone humide telle qu'une tourbière en venant l'assécher, et cette zone humide asséchée va venir se minéraliser, et par ce phénomène de minéralisation va relarguer tout le carbone qu'elle aura accumulé pendant des décennies, voire des centaines d'années, et donc va intensifier le phénomène de réchauffement climatique. Mais à l'inverse, et c'est tout l'intérêt justement des solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est que lorsque les écosystèmes naturels sont fonctionnels, ils rendent un grand nombre de services qu'on appelle les services écosystémiques, et ces services-là permettent à nos territoires d'être plus résilients face au changement climatique. Si on reprend l'exemple de la tourbière, elle va, dans une tourbière fonctionnelle écologiquement, va venir jouer le rôle d'éponge, c'est-à-dire elle va venir se charger en eau lors de précipitations, donc limiter, notamment dans nos régions avec les épisodes cévenols, va peut-être limiter les volumes d'eau qui seront envoyés en zone basse, et à l'inverse, en cas de stress hydrique, de sécheresse, va venir s'assécher petit à petit et relarguer cette ressource en eau précieuse dans les écosystèmes alentours, et donc faciliter l'accès dans le temps de manière durable à l'écosystème, cette ressource en eau. Donc on voit bien le rôle majeur de la biodiversité, à la fois pour ce volet atténuation, puis de carbone, et à la fois pour ce rôle d'appui des territoires dans l'adaptation au changement climatique par l'ensemble des services que rendent les écosystèmes. Et donc, lorsqu'on s'appuie sur les services écosystémiques, sur la biodiversité, dans un objectif d'adapter nos territoires au changement climatique, on parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature, que pour faire plus court, j'appellerai SAFN dans la suite de cette présentation. Et donc, ces SAFN sont définis par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, comme étant des actions. Ça, c'est vraiment le premier pilier important de la définition. On est bien sur des actions concrètes de protection, de gestion durable ou de restauration d'écosystèmes naturels. Donc, écosystèmes naturels, c'est le deuxième pilier important de cette définition. On s'appuie vraiment sur ces écosystèmes, sur leur fonctionnement, sur les services qu'ils rendent, et ce, dans l'intention de relever le défi de l'adaptation au changement climatique, donc de réduire la vulnérabilité de nos territoires aux impacts du changement climatique. Troisième point important de la définition, tout en assurant à la fois un bien-être humain, donc un bénéfice pour la société, et un gain net de biodiversité.
Donc, j'insiste sur le côté Garnett, puisque tout ce qui va être mesures compensatoires de la séquence éviter, réduire, compenser, ne sont pas du coup inclus en tant que tels dans la définition, dans le cadre défini par l'UICN, cadre qui est d'ailleurs est retranscrit dans un standard mondial qui a été publié en juillet 2020. Et donc on exclut de cette définition les mesures compensatoires. Et par rapport aussi à vos retours dans le nuage de mots tout à l'heure, je souhaiterais insister aussi sur le biomimétisme qui n'est pas inclus dans les SAFN, puisque le biomimétisme que j'ai vu figurer justement dans les retours, ce sont des solutions qui s'inspirent de la nature, mais qui ne s'appuient pas sur le fonctionnement d'un écosystème naturel. On peut être sur un biomimétisme avec une solution extrêmement industrialisée, tout béton, qui va mimer le fonctionnement d'un écosystème, mais qui ne permet pas à un écosystème de survivre, de vivre et d'être fonctionnel. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes et le biomimétisme n'est pas inclus du coup dans cette définition-là. Mais en tout cas, dans ce qui était ressorti du nuage de mots, sur les autres piliers, effectivement, il y a tout ce qui est biodiversité, écosystème que j'ai pu voir paraître, et conserver, mais pas que, c'est aussi restaurer, gérer durablement, protéger. Et puis j'avais vu également des solutions, enfin des mots tels que végétalisation, agroécologie qui ressortaient. Et effectivement, c'est inclus dans les SAFN. Donc, les SAFN, vous le voyez, c'est des solutions concrètes qui permettent à la fois de répondre au double enjeu de biodiversité et de climat, que ce soit atténuation ou adaptation. Mais quand on parle de SAFN, on parle d'adaptation. Et donc, pour donner quelques exemples, donc l'intérêt de ces solutions, c'est qu'elles ouvrent un grand champ des possibles, puisque on peut mettre en œuvre des SAFN dans tout type de milieu pour répondre à tout type d'impact du changement climatique. Si on prend par exemple les milieux montagnards, donc pour réduire les phénomènes d'éboulement par exemple, les risques gravitaires, on peut venir restaurer des forêts de pente, par exemple, qui vont venir réduire déjà la vitesse de l'éboulement et potentiellement réduire aussi son impact sur des milieux urbains qui seraient en dessous. On va être sur la restauration de zones humides en tête de bassin, par exemple, pour, comme je l'ai pris en exemple tout à l'heure, pour venir jouer ce rôle de soutien d'étiage aussi au cours d'eau et de zone éponge. Sur les milieux agricoles, on peut parler d'agroforesterie, par exemple, avec l'intérêt des arbres dans des parcelles cultivées, puisque les arbres vont jouer le rôle de pompe hydraulique finalement et faciliter l'accès à la ressource en eau aux cultures. Également, tout le système, le cycle carbone des arbres va venir enrichir aussi la biodiversité dans le sol. Et on sait qu'un sol qui est riche en biodiversité retient davantage la ressource en eau. Donc, tout l'intérêt et je ne citais que quelques bénéfices, mais voilà, il y a énormément de multiples bénéfices à l'agroforesterie. On va parler aussi des couverts végétaux, la végétalisation des rangs ou des interrangs, par exemple. Si on prend les vignes, qui vont justement limiter l'évaporation de l'eau des sols, et également nourrir cette biodiversité du sol et puis servir aussi de zone refuge pour les auxiliaires de culture et tout ce qui va être pratique agroécologique, restauration de zones humides également, pour ne citer que celle-ci. Sur tout ce qui va être milieux littoraux, mais on y reviendra un peu plus en détail, par la suite. On peut parler de restauration de cordons dunaires, de restauration d'écosystèmes marins tels que les herbiers de Posidonie. On peut aussi restaurer les roselières, par exemple, ces zones humides littorales. Sur les milieux urbains, on va parler de désimperméabilisation, de gestion intégrée des eaux pluviales, de végétalisation. Et puis sur les milieux forestiers, on peut parler de futaies jardinées, donc futaies irrégulières, qui vont permettre du coup d'avoir une canopée, un couvert continu de la canopée en prélèvement uniquement
en prélevant uniquement les individus matures, par exemple, de travailler sur les différentes strates herbacées, arbustives, arborescentes dans cet écosystème forestier pour avoir un microclimat qui vient se créer et du coup avoir une meilleure résilience face au stress hydrique. Et tout ce qui va être travail sur la biodiversité du sol en laissant par exemple le bois mort notamment, et puis travailler sur les peuplements mixtes par exemple. Et il y a aussi l'exemple de l'entretien des paysages en mosaïque pour lutter contre le risque incendie. Donc voilà quelques solutions pour ne citer que celle-ci, mais il y en a une myriade d'autres. Et tout l'intérêt de ces SAFN, c'est qu'au-delà de répondre à l'enjeu d'adaptation de nos territoires et de préservation, protection de la biodiversité, ce sont également des solutions qui apportent de nombreux autres bénéfices. Si on prend l'exemple, par exemple, des SAFN en milieu urbain, donc ici vous avez un schéma qui représente de la végétalisation en milieu urbain, désimperméabilisation et notamment gestion intégrée des eaux pluviales, même si le schéma ne montre pas l'intégralité des solutions possibles, mais seulement quelques-unes. On peut du coup citer quelques chiffres clés issus d'études. Typiquement, lorsqu'on vient végétaliser un milieu urbain de manière judicieuse, on peut aller jusqu'à -3 à -5 degrés sur la température réelle, et on a des cas, par exemple, dans la métropole du Grand Lyon, de -10 degrés en température ressentie, à différencier de la température réelle. Ce qui du coup vient baisser les besoins en climatisation et donc réduire cette facture énergétique, mais également cette consommation énergétique de -50 à -60% dans certains cas. La végétalisation et désimperméabilisation en milieu urbain va également permettre de mieux gérer les eaux pluviales, avec certains cas d'études qui ont montré 25% des eaux pluviales qui pouvaient être retenues dans le sol justement grâce à la désimperméabilisation, mais aussi tout le système radiculaire des arbres. On a également une amélioration du cadre de vie pour les citoyens, donc avec une amélioration aussi de leur santé physique et psychique, avec par exemple une baisse dans la prévalence de dépression jusqu'à 25% dans certains cas, une réduction du taux d'absentéisme pour les employés avec un cadre de travail beaucoup plus agréable, une réduction également de la pollution de l'air dans certains cas sur certains types de particules fines, et puis également un intérêt économique pour la collectivité, que ce soit d'un point de vue attrait de certains quartiers. On a pour 2 rues parallèles, une végétalisée, une qui ne l'est pas, une différence dans certains cas de plus de 17% de valeur pour l'appartement qui est situé dans la rue végétalisée. Et puis au-delà de ça, tout ce qui va être végétalisation ou désimperméabilisation, gestion intégrée des eaux pluviales vient également réduire la facture des collectivités sur justement cette gestion des eaux pluviales versus le tuyau par exemple. Et puis bien sûr un co-bénéfice pour la biodiversité, puisque dans certains cas, quand c'est bien pensé, on arrive du coup à recréer des corridors écologiques, les fameuses trames vertes et bleues et bien d'autres dans les milieux urbains. Donc vous voyez tout l'intérêt de ces solutions, et ce qui du coup, en tout cas ce qu'on essaye de faire valoir dans le cadre notamment de ce projet Life Artisan, c'est tout l'intérêt de recourir à ces solutions de manière systématique et en première intention. Aujourd'hui, on a encore tendance à les considérer uniquement comme des solutions alternatives. Or, il faudrait justement les considérer en première intention, quitte à, puisque ce n'est pas non plus des solutions tout en miracle, quitte à venir compléter avec des solutions d'ingénierie grise, par exemple, qui vont pouvoir remplir les objectifs qui n'auraient pas été atteints par ces SAFN. Donc vraiment, réfléchir en complémentarité, mais en première intention, avoir recours à ces solutions. Voilà, j'en ai fini en tout cas pour la contextualisation sur les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. On reviendra après un peu plus en détail sur des exemples pour illustrer justement ce concept-là. Et avant de passer aussi la parole à Jean Coëclin, en espérant ne pas avoir écorché le nom.
Merci Morgane. Alors je propose qu'il y ait quelques questions-réponses. Vous avez vu des diapositives avec un certain nombre de chiffres. J'imagine qu'on ne peut pas tout retenir d'un bloc. Hein. Moi-même, c'est compliqué de tout avoir d'un bloc retenu tout ça. Et vous aurez bien évidemment ces supports ensuite qui vont vous permettre d'avoir de la ressource, des éléments pour pouvoir à transmettre, à diffuser. N'hésitez surtout pas avec voilà des messages, des données chiffrées, sourcées qui pourrait soit vous convaincre, soit vous aider à convaincre sur l'usage de ces solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature en première intention. Donc je vous donne la parole. N'hésitez pas à lever la main avec le petit icône que vous avez sur le haut de l'écran. Levez la main pour que je puisse vous voir tous, parce que sinon c'est pas évident. Et du coup, merci Morgane. J'allais te proposer de couper. Alors, j'ai Isabelle Doury qui lève la main. Oui, bonjour. Cugneux, je crois. Bonjour. C'est ça. J'ai une petite question sur la toute dernière diapo qu'on a vue, je crois, qui était sur les approches douces. C'était pour demander un petit complément une petite précision sur ce qu'on entendait par approche douce. J'ai pas bien saisi. Oui, pardon, effectivement, je suis pas rentrée dans le détail des approches douces. L'approche douce, ça va être tout ce qui est gouvernance, concertation, partage de l'information, participation citoyenne. Voilà, c'est plutôt dans ce côté-là de gouvernance et d'intégrer l'ensemble des parties prenantes concernées par un projet dans la co-construction et la réflexion du projet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions ou réactions par rapport à ces deux présentations? Vous pouvez aussi vous exprimer dans le chat si vous le souhaitez. Alors, j'ai une question. Quel choix au niveau des espèces végétales arborescentes préconisez-vous pour s'adapter au réchauffement climatique? Avez-vous des données sur les migrations végétales? Alors, c'est une très bonne question. Donc, sur le choix au niveau des essences végétales arborescentes, nous, en tout cas, en tant qu'agence régionale de biodiversité, on préconise le recours à des essences locales, puisque des essences locales vont être adaptées d'un point de vue patrimoine aussi génétique de l'essence au climat, au sol, etc., va également être adapté à l'écosystème naturel et à la biodiversité associée. Donc, nous, en tout cas, on préconise ces essences locales. Il faut savoir que l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie travaille actuellement avec un grand nombre de partenaires, donc notamment les CBN, la FAC, les CAUE, la région, l'OFB, sur une palette végétale pour l'Occitanie avec, il me semble, différentes sous-régions, on va dire, dans la région Occitanie d'un point de vue des différents climats. Donc, en tout cas, cette palette végétale a pour vocation à être un document référence aussi pour choisir les essences adaptées justement à notre climat. Et au sein de l'ARB, c'est Véronique Ventre et Pierre Biozen qui suivent ce projet-là avec cet ensemble de partenaires. Et du coup, avez-vous des données sur les migrations végétales? Là, sous la main, non. Après, je pourrais essayer Myriam, de vous en retrouver. Peut-être Myriam, oui. Les données générales qu'on a sur les migrations végétales, c'est que pour 1 degré de réchauffement, les espèces vivantes doivent se déplacer en moyenne de 180 km vers le nord ou 150 mètres en altitude pour retrouver des conditions initiales. Donc c'est problématique du coup pour les arbres et c'est pour ça que par exemple l'ONF travaille à tester des plantations par exemple de châtaigniers en plus haute altitude qu'actuellement pour voir s'ils seront adaptés au climat futur. Il y a des expérimentations comme ça au niveau des forêts. Mais aussi il y a la question de est-ce que l'arbre, en le laissant à son altitude actuelle ou en le laissant dans le sud, est-ce qu'il va
peut-être, grâce à la diversité génétique, réussir à s'adapter au niveau nouveau climat. Donc il y a deux angles d'approche, à la fois voir s'il peut réussir à s'adapter par lui-même, par sa génétique, par la diversité génétique, et l'accompagner dans cette migration en altitude et en kilomètres. Merci. Je crois que Madame Roch, quelqu'un voulait intervenir. Oui, tu veux compléter, simplement pour apporter une information d'un point de vue site peut-être inspirant à suivre, c'est le PNR des Pyrénées ariégeoises, qui est le site pilote dans le cadre du projet Life Artisan et qui va expérimenter justement un certain nombre de solutions d'adaptation fondées sur la nature dans un cadre forestier, et donc qui peut être aussi un site à contacter pour avoir des informations sur tous ces enjeux. Il y a également l'OPCC, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, qui suit justement l'évolution par rapport à quelques essences, l'évolution d'un point de vue altitude ou déplacement j'ai plus le nom dans l'espace. Et après, il y a également le CEFE, avec le site de Puy-Chabon dans l'Hérault, au nord de Montpellier, qui travaille aussi sur la question de l'adaptation au changement climatique du chêne vert, et qui est un site qui a fait différents types d'expérimentations, sur ces sujets. Oui, c'était pour le PNR des Pyrénées ariégeoises. Effectivement, il y a à la fois les essences, mais aussi les modes de gestion qui sont expérimentés. Ouais, donc ça peut être vraiment intéressant en termes de retour d'expérience sur l'adaptation de la forêt au changement climatique, et qui était dû du coup à des constats de forêt qui rougissaient sur le secteur. Madame Roch, je vous laisse la parole. Vous avez une question, je crois. On ne vous entend pas, le micro est coupé. Il faut le réactiver. On vous entend toujours pas. Désolée, c'est en silencieux. Alors attendez, ça y est. Oui, je voulais simplement faire une remarque pour ce qui concerne les espèces endémiques. Nous avons travaillé avec Arbres et Paysages de l'OTAN, une association qui nous a aidés à planter des arbres dans le cadre d'une opération, une naissance à un arbre, et qui est financée en grande partie par le conseil départemental. Et il y a, en tout cas dans une première approche, une série de variétés endémiques, tout simplement sur le site de la préfecture. Des recommandations sur des espèces endémiques. Moi, la question que je voulais poser, c'est que le problème souvent, dans le cadre d'une urbanisation quand même en zone périurbaine, grandissante, du problème des coûts. C'est-à-dire, donc, nous recommandons, enfin, j'essaie de recommander des sols non imperméabilisés, d'imposer des cheminements arborés, mais ça se traduit aussi par un surcoût. Et quand on a affaire à des promoteurs, et même d'ailleurs au service comptable des municipalités, c'est quand même un argument qu'on nous renvoie, même si on a beaucoup de convictions en faveur de tout ce qui est végétalisation. C'est vrai, merci. C'est vrai que c'est un frein qui a été identifié dans le cadre du projet Artisan, mais il y a aussi parfois des solutions qui montrent que l'investissement ou la non-intervention, parfois, notamment pour la gestion des eaux pluviales, peut être particulièrement bénéfique sur le point de vue économique par rapport à une solution grise. Alors, c'est vrai qu'il y a les deux, mais effectivement, c'est un frein pour certaines des solutions, certains porteurs de projets dans le cadre de ces solutions. Alors, je vais prendre on y reviendra, mais on a quelques chiffres clés qui montrent qu'en fait, le coût est sur le long terme est plus intéressant justement quand on a recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature de manière globale. On y reviendra. Alors, il y a des questions sur la réglementation. Il y a des questions sur la réglementation, sur les outils réglementaires existants pour la mise en œuvre des SAFEN. Myriam, est-ce qu'en un mot tu peux répondre? Et
En un mot, on peut déjà utiliser tous les outils qu'on a actuellement en y ajoutant un axe adaptation, une vision, un angle d'approche adaptation. Par exemple, vous pouvez travailler sur les PLU, les SCOT, tout document de réglementation que vous avez au niveau des collectivités, en y ajoutant des orientations, par exemple, demandant davantage de végétalisation en prévision des îlots de chaleur. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être introduites dans les documents existants. Après, vous pouvez également vous appuyer sur tout ce qui est documents de prévention des risques et travailler à faire une étude pour un diagnostic de vulnérabilité du territoire et donc anticiper l'augmentation des risques. On n'a pas sinon de réglementation unique pour l'adaptation, hein. C'est plutôt réutiliser tout ce qu'on a déjà en y ajoutant cet angle d'approche adaptation, en faisant court. Et ensuite, vous trouverez dans les livrets les plaquettes. Les plaquettes, c'est plus rapide, vous pourrez rapidement voir ça. Quelques leviers d'action qui peuvent être au niveau donc du coup des PPR, enfin des plans et des schémas territoriaux. Et donc voilà, ça peut être inspirant pour vous. Alors il y a donc Elsa Marangoni qui nous fait part aussi de pays qui ont choisi d'inscrire les fleuves comme personnes morales pour pouvoir mieux les protéger et intégrer voilà des réflexions de type solutions d'adaptation au changement climatique autour des fleuves. Alors peut-être on pourra revenir vers vous sur ce sujet-là, mais au vu de l'horaire, je vous propose de passer directement au témoignage de l'un des territoires engagés pour la nature, c'est Castelnau-le-Lez, et donc de laisser la parole à Monsieur Coeclin. Je suis désolée, j'ai pas peut-être la bonne prononciation du nom, qui va donc revenir sur un projet de désimperméabilisation et végétalisation de cours d'école, donc dans une commune de l'Hérault. À vous, merci. Est-ce que vous voulez que je partage Bonjour. mon écran ou pas? Vous pouvez le faire quand c'est peut-être plus simple, hein. Comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est pareil pour moi. Bon ben allez-y si vous voulez. Comme ça vous maîtrisez. Alors, toc. Euh, Donc là, on part à Castelnau-le-Lez, au bord du Lez, dans l'Hérault. Donc climat méditerranéen, avec des événements extrêmes aussi, notamment pluviométrie, qu'il faut gérer dans ce type de projet de désimperméabilisation de cours d'école aussi. Donc il y a pas mal de territoires engagés pour la nature qui ont ce type de projet. Et donc, il nous semblait intéressant de montrer ce que ça donne de se lancer là-dedans et quand on met les mains dans le cambouis pour mettre en place ce type de solution. À vous, Vous avez l'écran, c'est bon? Oui. c'est tout bon. D'accord. Donc, voilà, oui, je vais vous faire part de nos difficultés et de nos réussites. Donc, c'est une ville qui est dans la métropole de Montpellier. On fait à peu près 22 000 habitants. Et on a un espace qui est assez particulier, enfin, comme chaque endroit, il y a ses particularités. Je vais faire un bref aperçu parce qu'en fait, ça impacte quand même les choix qu'on fait après. Donc, le projet TEN, donc ça, c'est le Lez, hein, parce que c'est un fleuve qui est en fait un fleuve assez court, hein, qui part de 15 km du bord de la mer. Et en fait, c'est une résurgence des plateaux calcaires des Causses. Et donc, ça coule toute l'année. Voilà, et c'est la principale source d'alimentation de toute la ville de Montpellier. Donc, et il y a des endroits comme ça juste à côté de chez nous. Le projet TEN qu'on a fait, en fait, on a travaillé sur les 3 axes, donc comme c'était demandé. Donc le premier, c'est sur les berges du Lez, où on a fait une restauration d'écosystèmes sur la ripisylve. Et ensuite, donc il y a le deuxième axe, c'était sur la cour d'une école qui s'appelle Vert Park, hein, c'est un nom un peu ancien. C'est pas très vert, vous allez voir. Et donc là, on est sur la désimperméabilisation, projet pédagogique et l'îlot biodiversité. Là, c'est plutôt la logique d'avoir des îlots de biodiversité au sein de la ville pour essayer d'avoir une continuité dans un espace très urbanisé. Ensuite, le troisième point que j'aborderai pas, c'est qu'on a travaillé sur le patrimoine et la vulgarisation. Donc, on a fait une maison de la ville durable. Et j'ai oublié de me présenter.
Et dessus, on travaille sur des espèces emblématiques de notre commune, puisqu'il y a des espèces particulières et des espèces invasives. Avec le lycée, on a le lycée qui est sur notre commune. Espèces invasives, on travaille sur le moustique tigre, puisque c'est une espèce invasive dont l'entrée est assez intéressante. J'ai oublié de me présenter, donc je suis Jean Quételin, ou Quechelin, comme vous voulez, ça dépend de quel côté de la frontière on se place. Et, en fait, voilà, je suis adjoint donc à la ville durable dans cette commune. Et c'est voilà, donc depuis 2 ans, j'essaie de mener des projets sur cette problématique. Voilà. Incidemment, je suis ingénieur agronome, donc c'est un sujet que je connais un peu. Donc voilà, là, une petite vue de la ville. Donc vous voyez, donc le fleuve que vous voyez, c'est le Lèze qui coule depuis en haut à gauche vers en bas à droite. Et vous voyez, c'est quand même une zone, donc la ville est au bord du fleuve. De l'autre côté, côté gauche, c'est Montpellier. Et c'est une zone, vous voyez, très urbanisée. Donc sur cette petite zone-là, il y a à peu près, je dirais, on est dans les 20 000 habitants qui habitent là. Avec donc c'est l'entrée historique de Montpellier. Donc la route qui traverse la ville en bas, c'est la route de Nîmes. Ensuite, l'avenue Georges Frêche, c'est celle qui va jusqu'à l'autoroute. Et on a la voie de chemin de fer aussi qui passe là, donc qui est Montpellier-Nîmes. Voilà, donc ça c'est pour le côté sud, le côté du bas que vous voyez. Et l'autre particularité de la ville d'un point de vue géomorphologique, on ne voit pas forcément très bien ici, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a le Lèze fait une grosse boucle, parce qu'en fait, c'est une cluse. Et en fait, au niveau là de ce que je montre avec ma souris, en fait, il y a une falaise au bord du Lèze qui fait à peu près 50 mètres de haut. Et donc, en fait, le Lèze, il coupe cette falaise. Et donc, tout le haut de la ville, en fait, c'est le haut d'un ressaut calcaire qui va jusqu'à Montpellier. Et donc, d'un point de vue de la biodiversité, c'est la première barrière, en fait, entre le littoral et l'intérieur du pays. Et donc, la trame verte le long du Lèze est particulièrement importante, puisque c'est elle qui permet aux espèces, par exemple les chauves-souris qui font le trajet tous les jours, mais à d'autres espèces de circuler entre l'arrière-pays et le littoral. C'est pour ça qu'on a introduit donc dans le premier axe essayer de prolonger la zone Natura 2000, hein, puisque le Lèze au nord jusque-là, il est classé Natura 2000, pour une raison un peu particulière, parce qu'il y a une espèce endémique de poisson, il y a un chabot du Lèze qui existe que là, qui a permis de le classer. Mais c'est surtout parce que c'est une ripisylve assez intéressante, comme vous avez pu le voir sur la première photo. Donc ça, c'est le premier axe qu'on a réalisé. Donc je le montrerai rapidement, parce que c'est pas vraiment l'objet, mais ça permet de situer un peu notre problématique. Donc voilà. Donc à l'origine, donc je le montre. Attendez, je le remonte sur la carte. Vous voyez, ça se situe entre les deux ponts là. Vous voyez cette zone qu'on voit où il y a parce que c'est une ancienne photo Google. Il y a des voitures garées. Voilà. Et donc en fait, ça a servi de zone. Donc c'est le bord du Lèze entre deux ponts. Donc il y en a deux ponts qui circulent. Je pense qu'il y a plus de 10 000 voitures par jour qui passent sur chacun des ponts. Et donc, ça a servi de zone de chantier, en fait, où il y avait toutes les voitures, des gens qui travaillaient sur le chantier. Et après, il y a aussi une partie de l'assainissement qui passe sur ce petit point-là. Et donc voilà, c'est une zone. Et en même temps, il y a la ripisylve qui avait été à peu près conservée. Donc, l'idée, c'était de restaurer cette zone pour assurer la continuité sur la ripisylve. Et donc c'est la trame verte et bleue, l'extension de la zone Natura 2000 et donc la continuité écologique. Et surtout la liaison ville-nature, puisque comme vous voyez, c'est ça l'idée générale du projet, c'est de garder la partie, le bord du Lèze le plus naturel possible, donc pas d'action, aucune action. Et par contre, de l'autre côté, il y a les immeubles. Et en fait, sur cette petite zone, ça devient un parc. Donc entre le talus du bord de la route, en fait, on a mis des toboggans pour les enfants. Et à l'autre bout, on a essayé de laisser le plus sauvage possible pour que les gens n'y aillent pas, en fait. Ça marche très bien, il y a plein de monde. Notre problème, ça va plutôt être l'accès, le trop de monde. Voilà. Donc c'est effectivement, voilà, ça c'est une solution d'adaptation, hein, puisqu'on passe d'une zone imperméable
en plus qui est chaude, hein, très chaude, hein, puisque c'était une sorte de ciment de chantier, avec un parc donc, qui est complètement désherbanisé. Voilà. Là, c'est la vue de l'architecte, les arbres n'ont pas encore poussé. Et puis moi, on a introduit aussi de la biodiversité intraspécifique, puisque dans la partie où on a fait des petites plantations de figuiers, on a mis 4 ou 5 espèces et variétés de figuiers différentes, des variétés de figuiers différentes. Donc ça, c'est aussi un peu la chose. Et là, c'est la photo du parc. Alors, on a essayé de faire des choses un peu plus jolies avec aussi des tags, des graffeurs, pardon, qui nous ont fait quelque chose de, voilà. Donc là, ça a l'air joli. Bon, pour l'instant, ça pousse, donc on voit pas beaucoup les arbres. Voilà. C'est toujours le souci aussi de ces plantations, hein, parce qu'en fait, voilà, ça met du temps et les gens trouvent qu'au début, on voit que les chemins en ciment, donc c'est pas terrible. Voilà. Le deuxième axe, donc c'est cette cour de Vert-Parc. Donc là, je vous montre, c'est une ancienne école. Alors sur la carte, je vous montre où elle est, parce qu'il y a un intérêt. Voilà. Et donc l'école, elle est ce que vous avez vu là, c'est juste là, ici. Donc c'est au bord de la voie ferrée et de l'autre côté, il y a aussi une voie rapide qui passe. C'est à cet endroit-là. En fait, alors par rapport au projet TEN, en fait, ce qu'on a mis dans le projet TEN, c'est le minimum. On n'a pas été très ambitieux parce que il y a eu des craintes en disant oulala, on s'engage, hein, et il faut en mettre le moins possible pour être sûr de ne pas trop s'engager. Et donc, en fait, à côté, on fait une autre école où on va faire une grande cour oasis. On fait de la végétalisation dans les 4 groupes scolaires de la commune. Donc, on fait beaucoup de choses, voilà. Mais en tout cas, dans l'antenne, on a mis pareil ici pour ce parc-là. En fait, on va faire le deuxième là. On ne l'a pas mis d'antenne. Voilà. Donc, on a été très prudent. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de. Donc, je reviens là-dessus. Donc, voilà l'école. C'est une école maternelle, maintenant qui fait aussi une petite partie crèche et une petite partie périscolaire, accueil, centre de loisirs. Donc je décris rapidement la situation. Là, vous avez l'impression que c'est une belle cour. En fait, le goudron est très abîmé. De toute façon, il fallait la refaire. Donc voilà, les arbres sont en mauvais état. Et vous voyez cette partie arborée tout autour, et en fait n'est pas dans la cour, parce qu'en fait il y a beaucoup de dénivelé. Le bas, c'est un bassin de rétention qui a été fait au moment où la cour a été construite, et le grillage, il est là en fait. Donc les enfants n'ont accès qu'à une zone goudronnée, très chaude l'été, et voilà. On a de la chance dans cette école, je reviendrai après dessus, c'est qu'on a une équipe de direction et des maîtresses et maîtres, je crois qu'il n'y a que des maîtresses, qui sont assez dynamiques et qui sont appropriées petit à petit le projet. On a des choses moins bien. De ce côté-là, on a une partie où il y a du synthétique, par exemple, du gazon synthétique qui a été mis pour les petits. Voilà. Alors ensuite, le projet, en fait, la difficulté des écoles, je pense que c'est un peu partout pareil, c'est qu'on a plein d'objectifs contradictoires, en tout cas accumulés. Donc on a le projet pédagogique, déjà on a 2 projets pédagogiques, puisqu'on a celui de l'école, donc par rapport à ce que veulent faire les maîtresses, et on a aussi le périscolaire qui n'a pas forcément la même vision de l'utilisation de la cour. On a ensuite le rafraîchissement. Donc ça, c'est notre première problématique en fait. On fait d'autres choses sur les écoles. Voilà, comment faire en sorte que la cour soit utilisable quand il fait très chaud. Après ça, c'est le projet TEN, et moi, c'est un peu ce que je pousse, c'est avoir des îlots de biodiversité dans la ville pour que les espèces, même si c'est pas continu, puissent au moins se poser d'un endroit à l'autre. Et puis en dernier lieu, et je fais exprès de le mettre en dernier, la question de la désimperméabilisation, parce que chez nous, c'est un petit peu particulier dans la mesure où nous, en fait, notre problématique, c'est les épisodes Cévenol. Et en fait, qu'on enlève le goudron ou pas, ça change pas grand-chose. Parce que, vu les intensités de pluie qu'il y a,
au moment des épisodes Sévenol, de toute façon, ça se remplit et ça coule beaucoup. Pour vous donner un exemple, devant chez moi, la rue est en pente, mais c'est une pente raisonnable. Et quand il y a un épisode Sévenol, ben, en fait, je peux plus traverser la rue puisque j'ai de l'eau qui monte au-dessus du genou, en fait. Donc, désimperméabilisé ou pas, ça, voilà. Alors que j'ai mis une petite étoile, alors quand c'est qu'un espace avec des jardins, en fait. Mais bon, les intensités sont telles que voilà. Donc la désimperméabilisation, c'est plus, on le traite pour je dirais, les petites pluies qui arrivent, qu'on espère arriver régulièrement pour arroser un peu les jardins. Voilà. Et l'autre question, alors on parle aussi toujours des imperméabilisations en se posant la question de savoir s'il faut pour remplir la nappe. Alors nous, c'est encore particulier puisque en fait, comme on est sur des zones de résurgence, en fait, on n'a pas de manque d'eau. C'est un peu paradoxal parce que c'est notre commune qui est en ville qui alimente les zones rurales parce que nous, on est sur la résurgence de partie et donc on a plus d'eau que les communes rurales autour. Voilà, ça c'est les choses. Donc ça, on va revenir sur les objectifs. Je passe à la diapo suivante. Alors, en fait, ce qui s'est passé, parce que c'est ça qui je pense, qui est intéressant à partager, c'est on devait faire le projet, le finir cette année. Et la première année, on a eu des difficultés. Donc, on voulait répondre à l'appel d'offres, je dis de l'ADEME, mais c'était plus général, c'était des imperméabilisations. Et en fait, c'est les services techniques et surtout les services administratifs qui ont rempli le dossier d'appel d'offres. Et au moment de finaliser le dossier, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les données, en particulier les données de perméabilité pour finaliser le dossier. Et donc là, il y a eu un blocage, hein, puisqu'en fait, pour faire la demande d'études, il fallait déjà avoir les résultats des études. Donc ça s'est arrêté. Donc je pense que ça, c'est un point à retenir, enfin, pour les gens qui font les appels d'offres. Voilà, ça nous a fait perdre un an. Après, il y avait la continuité. L'autre difficulté, c'était la continuité de l'équipe pédagogique, hein, parce que ça, c'est encore une difficulté des écoles, c'est qu'on monte quelque chose avec une équipe pédagogique, on monte quelque chose, on dépose un appel d'offres, on va voir le calendrier, on fait les travaux. En général, il y a au minimum, ça prend un an. On n'est pas sûr que ça soit les mêmes instituteurs ou institutrices, même directeurs d'école, qui soient là au moment où le projet va vraiment fonctionner. Et comme tout ce qui est les imperméabilisations, ou si on met des copeaux de bois, etc., ben en fait, voilà, ça tient compte beaucoup, enfin, ça doit tenir compte beaucoup de ce que veulent faire les gens qui travaillent sur place. Ensuite, donc, il y avait le Covid, donc ça a évidemment tout compliqué, parce que toutes les réunions, toute la discussion, à chaque fois, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, les scolaires étaient quand même très, très chargés, donc on n'a pas trop insisté, donc on a reporté le projet. Et on le relance cette année. Donc, il y a l'appel d'offres région, avec la même problématique. Il faut des études de perméabilité pour pouvoir demander l'aide pour faire les études. Mais là, on s'y est pris un peu à l'avance. Donc, on va faire les études de perméabilité. Et pour nous simplifier la vie, on a pris une assistance à maîtrise d'ouvrage parce que, en fait, il faut arriver à coordonner les différents aspects du projet. Et c'est un petit peu compliqué entre les quatre choses. Premier, c'est les services techniques, parce qu'à un moment donné, il faut entretenir après ce qu'on a construit. Deuxième chose, c'est le scolaire et le périscolaire. Bon, ça va, ça se passe bien, donc on arrive à avoir un projet à peu près cohérent. Et puis il y a la partie TEN, je vous dis, c'est pas la priorité, hein, la biodiversité, ce sera pas la priorité, c'est pas la priorité affichée en tout cas. Mais c'est là où je trouve que le label TEN est intéressant parce que, comment dire, il nous oblige à avancer sur cette problématique. De deux raisons, hein. Je suis pas sûr que s'il y avait pas eu le projet, si on n'avait pas mis ça dans le projet TEN, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait la deuxième année. C'est-à-dire que peut-être on aurait dit, bon, bah, tant pis pour cette cour, on va en faire une autre ailleurs. Il y a trop de problèmes ici, ou l'appel d'offres est trop compliqué. On était presque prêt à financer nous-mêmes, hein, le projet plutôt que de répondre à l'appel d'offres parce que c'était trop compliqué en fait. Donc voilà. Et donc,
On a la continuité de l'équipe pédagogique, donc là, ils se sont enfin moralement engagés, je dirais, pour être là pour porter le projet. Et on a commencé donc notre première concertation. Donc on a d'abord discuté en conseil d'école pour avoir au moins un avis des parents. Et puis on mène plusieurs réunions. Donc c'est assez lourd hein, d'un point de vue des réunions. À chaque fois, il faut trouver les créneaux pour réunir toutes les personnes, sachant que le scolaire en général, ils ne veulent pas faire de réunions pendant les vacances. Donc ça limite beaucoup les temps. Pardon, j'ai été trop vite. Voilà. Et donc, normalement, le 31 mai, si tout se passe bien, on devrait pouvoir réussir à déposer un dossier pour l'appel à projet de la région. Et on attend le retour. Après, on attendra le retour pour continuer à avancer. Au moins le retour informel. Donc, on pense qu'on n'aura pas, si j'ai bien compris, avant l'été. Donc, si on n'a pas de retour avant l'été, en fait, on pourra démarrer la concertation qu'en septembre avec les parents et les instituteurs. C'est pour montrer un peu le calendrier parce qu'on a l'impression que voilà, c'est toujours très long, quoi. Si l'appel d'offres, si on a un retour positif, donc on pourra faire à peu près le projet qu'on veut. Sinon, on fera autre chose avec un budget inférieur. Et donc, les travaux, on prévoit des travaux l'été de 23 et une livraison donc en septembre 23. Donc voilà, c'est assez long. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur les choses, c'est ça qui me paraît assez important, c'est que dans les écoles, c'est comme ça, mais je pense que finalement, à chaque endroit, on a la même chose. C'est qu'en fait, on a des objectifs qui sont assez différents. Donc, même si ce qu'on vient de nous présenter, les solutions basées sur la nature, on a l'impression qu'elles cumulent tout, mais c'est pas si simple à expliquer à tout le monde. Par exemple, je prends l'adaptation au changement climatique. Moi, je lutte pour éviter qu'on climatise les écoles, par exemple. La première mesure d'adaptation que les gens veulent, c'est la climatisation. Donc, c'est pas forcément le mieux. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir ouvrir chaque salle de classe la nuit. Mais finalement, c'est des petits travaux assez importants parce qu'il faut mettre des grilles, au moins une fenêtre par classe, et mettre une moustiquaire pour que ça puisse être ouvert. Après, il va falloir former les gens pour laisser les fenêtres ouvertes, vérifier si les alarmes fonctionnent bien. Donc, ça a l'air facile, voilà. Comme on fait chez soi, voilà. Pour que ça c'est un autre mode d'adaptation. Ensuite, il y a la désimperméabilisation. Donc pareil, la solution facile, c'est l'enrobé perméable, mais ça ne répond pas à l'adaptation au changement climatique. Et l'autre solution facile qui est adoptée à certains endroits, c'est le gazon synthétique, parce que là, au niveau entretien, c'est le plus facile. On désimperméabilise puisque les eaux s'infiltrent, mais bon, c'est pas top, à la fois pour les gens qui habitent et pour l'environnement. Je fais exprès de pointer les difficultés parce que je pense qu'il ne faut pas se les cacher. Biodiversité, donc c'est les objectifs, voilà. Les gens ne comprennent pas ce que c'est en fait. Pour eux, ils confondent biodiversité et nature. Donc moi, j'essaye toujours de essayer de bien définir au moins déjà le niveau. Est-ce qu'on travaille sur une préservation d'écosystèmes? Est-ce qu'on travaille sur des espèces spécifiques? Est-ce qu'on travaille sur de l'intraspécifique? Déjà le niveau de biodiversité sur lequel on veut travailler. Et puis ensuite, voilà, qu'est-ce que ça apporte? Et donc moi, des choses sur lesquelles j'essaie de travailler, c'est sur les espèces invasives, puisque comme on a beaucoup de jardins, et ben en fait on a beaucoup de plantes exotiques qui arrivent et des moustiques exotiques aussi qui arrivent, avec des méthodes de lutte qui sont différentes. Je pense que c'est aussi une approche qui touche pas mal les gens. Et puis l'autre point qu'il faut voir avec c'est les projets des habitants. Par exemple, Aubergulaise, pour le parc là, donc de récupération de la ripisylve, ben en fait, la demande des habitants, c'était d'avoir des petits
pas des passerelles, des petits pontons en bois pour s'approcher du bord du Lèze. On avait aussi le club de pêche qui était très très actif pour pouvoir pêcher au bord du Lèze. Voilà. Pour l'école, c'est pareil, on a des demandes qui sont pas forcément, je dirais, comme je disais, la demande des demandes sont pas forcément, qui correspondent pas forcément aux autres objectifs. Donc, je pense que moi, j'essaie de bien séparer les objectifs et si possible, de leur mettre des indicateurs. C'est-à-dire que l'adaptation au changement climatique, finalement, voilà, quel indicateur on peut mettre, désimperméabilisation, etc., etc. Donc, l'adaptation, c'est très large. Hein, ce que je disais, le première chose que j'entends, on va s'adapter. Eh ben, on va mettre des climatisations dans les bâtiments. J'entends ça pareil pour le collège. C'est la première réponse. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut, quoi. Voilà. Et ensuite, il faut définir. Je vais pas être trop long. Ensuite, il faut définir les priorités entre les objectifs. Et je crois que les priorités et puis le consensus ou les arbitrages entre les objectifs. Je pense que voilà, c'est un peu notre rôle d'élu. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour tout ce retour d'expérience, les différents conseils. C'est très utile, et notamment à certains élus qui ont déjà réagi, je vois. Mais oui, il y a sûrement des questions sur ces expériences, sur voilà la vision aussi d'un élu sur ce que c'est que l'adaptation au changement climatique, et puis ces projets autour de la biodiversité pour l'adaptation notamment. Alors, est-ce que certains se manifestent? Vous pouvez du coup couper votre partage d'écran si vous voulez bien, comme ça on a une vision un peu plus globale des participants qui permet de voir s'il y en a qui veulent poser des questions, intervenir. Je vois pas tout le monde, et sinon intervenir dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? C'était très clair et très intéressant. Pas encore. Peut-être je vais demander à Morgane de présenter d'autres expériences, ou en tout cas c'est pas forcément des retours d'expérience puisque les élus ne sont pas là pour les partager, mais vraiment des exemples qui illustrent ce qui a été mené à bout pour l'adaptation au changement climatique sur des sites vraiment et notamment dans l'Aveyron et dans les Pyrénées, et dans l'Ariège, pardon. Peut-être que ces deux exemples vous donneront encore des idées. Il y en a d'autres qu'on pensait, qu'on s'était mis sous le coude et qu'on pensait éventuellement pouvoir vous présenter, mais vu le timing un peu serré, on vous les fera passer en même temps que le PowerPoint. Et je vous propose d'en citer quand même deux qui sont très intéressants et qui pourront notamment se retrouver via des vidéos dans les petits témoignages que vous a présenté Myriam Ducasse en début de présentation. Morgane, je te laisse du coup pour Requista et Lavelanet. Merci beaucoup Cécile. Donc, on avait prévu avec Myriam présenter d'autres territoires, mais effectivement, on va peut-être raccourcir un peu, simplement pour parler des risques liés à l'eau et des solutions qu'on peut mettre en place justement pour réduire ces risques-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision écosystémique et de travailler sur l'ensemble du bassin versant. Autant sur la tête de bassin avec de la restauration de milieux humides ou sur des milieux urbains tels que Monsieur Coëclin vous l'avez présenté avec de la désimperméabilisation, même si là j'ai bien compris que votre entrée était plutôt réduction des îlots de chaleur urbains pour les jeunes enfants. On peut aussi également citer tout ce qui va être restauration de zones d'expansion de crues. Donc, si on se focalise rapidement sur la végétalisation et désimperméabilisation, l'intérêt de la désimperméabilisation, c'est à la fois de pouvoir réduire le ruissellement, mais également de pouvoir infiltrer au plus près de là où tombe la goutte dans le sol. Et également, plus un sol est perméable, plus il va jouer son rôle d'évapotranspiration et donc de rafraîchissement aussi de l'air ambiant. Sur la désimperméabilisation, on met en valeur deux types, à la fois celle du sol, donc tout ce qui va être parking, voirie, cheminement piéton,
places, cours d'école, etc. Donc, en faisant appel à différentes solutions de sol perméable, que ce soit du sol 100% perméable ou des dalles enherbées, pour toujours concilier à la fois intérêt, adaptation, biodiversité, mais également et surtout l'usage aussi. Et puis la désimperméabilisation de tout ce qui est milieu humide et aquatique en milieu urbain. Et on va y revenir. Vous avez sur votre droite un certain nombre de ressources, donc les supports vous seront envoyés pour que vous puissiez y accéder. Donc je laisse la parole maintenant à Myriam qui va nous parler rapidement de l'exemple de Requista dans l'Aveyron. Oui, merci Morgane. Donc en fait Requista, donc on a tourné une vidéo, une interview de l'élu, donc vous pouvez le retrouver sur le lien vidéo que vous a indiqué Morgane dans sa slide. Donc c'est un projet de désimperméabilisation de 3 places du village. Et l'origine de ce projet, c'est le constat de la saturation de la station d'épuration lorsqu'il y avait des phénomènes de pluie importants. Donc la solution, ça n'a pas été de choisir le tout tuyau de façon habituelle, mais de chercher de permettre l'infiltration à la source des eaux pluviales. Donc ils ont réalisé ce projet avec l'aide de l'agence de l'eau. Et ils ont aussi constaté que c'était la solution au final qui était la moins coûteuse. Donc l'avantage en plus, mon microphone est fermé. Ah non, c'est le tien, d'accord. L'avantage de cette désimperméabilisation végétalisation, parce que les deux vont ensemble, c'est à la fois par rapport au changement climatique, répondre à l'accentuation de ces fortes pluies, répondre à l'enjeu de l'îlot de chaleur urbain, rendre le système d'assainissement plus résilient aussi à tous les à-coups hydrauliques que peut connaître les steppes lors des événements climatiques importants. Et en plus, le maire il tenait beaucoup, c'était améliorer le cadre de vie des habitants et donc c'est un plus pour la santé de la population. Et vous pourrez bien sûr regarder cette vidéo, vous aurez davantage de détails sur ce projet de désimperméabilisation. Merci Je te rends la parole. Ouais, merci beaucoup Myriam. Un autre exemple qui est maintenant dans l'Ariège, et là encore une fois, l'idée c'est de vous présenter plutôt la philosophie du projet, puisque les élus et techniciens sont pas là pour en parler directement, mais vous pourrez avec les liens qu'on vous a mis vous rapprocher de ces collectivités. Donc c'est l'exemple de l'Avelanais. Le contexte un peu de cette remise à jour d'un cours d'eau, c'est que l'Avelanais c'est un territoire qui souffrait de la désindustrialisation entre 1980 et 2020. Les emplois de l'industrie du textile ont chuté de quasiment 100%. Donc c'est un territoire qui avait un besoin de redonner de l'attractivité à cette ville, à ces espaces publics, de mettre aussi en valeur tout son patrimoine bâti historique et lié à cette histoire de l'industrie du textile. Et de pouvoir du coup s'appuyer sur la réintroduction de la nature en ville pour rendre davantage ce territoire attractif et agréable pour les citoyens. Et puis également, vous le voyez sur la photo de gauche, c'était historiquement, donc c'est cette place qui a été désimperméabilisée et ce cours d'eau qui a été remis à jour, le cours d'eau du Pipier. Il y avait aussi une question d'îlot de chaleur urbain, de confort thermique. Et puis, pour l'histoire, ce cours d'eau, il avait été bétonné, notamment pour cacher tout ce qui était odeur et pollution liée à l'industrie textile qui était du coup en amont de ce cours d'eau. Et donc tout un travail de désimperméabilisation, remise à jour du cours d'eau, de mise en place de petits radeaux végétalisés comme vous pouvez le voir sur l'image du centre, et puis de plantation d'arbres sur l'espace piéton pour encore une fois recréer créer un rafraîchissement urbain. Donc c'est un exemple qui est assez inspirant puisque c'est quand même des travaux assez conséquents qui ont été mis en œuvre. Vous voyez notamment à l'aide des petits repères qu'on a placés sur les photos vraiment l'avant-après. Et c'est vrai que ça, même d'un point de vue paysager, ça a vraiment remis en valeur cet espace public. Voilà, je vois qu'il est 12h31. Simplement pour vous dire rapidement
que dans le support qu'on vous enverra, vous avez également des exemples qui mettent en valeur la végétalisation en milieu urbain, la gestion aussi des eaux pluviales, tout ce qui va être autour de la restauration de zones humides. Donc là, c'est un exemple de restauration de zones humides en tête de bassin dans l'Aude, qui est soumis fortement aux inondations et également à des épisodes de sécheresse. Et puis des exemples sur de la restauration morphologique de cours d'eau, de la restauration de zones humides, de zones d'expansion de crues dans le Gard et l'Hérault. Vous avez à chaque fois les liens vers les PDF et les vidéos. Et puis, des exemples aussi sur la restauration de cordons dunaires et de la restauration d'herbiers de Posidonie, avec à chaque fois des chiffres clés pour justement montrer tout l'intérêt de ces solutions, notamment sur la gestion, par exemple, des eaux pluviales. On a des études qui ont montré que la gestion intégrée des eaux pluviales par des solutions d'adaptation fondées sur la nature coûtait moins cher sur le long terme que de tout tuyau, par exemple. Donc voilà. Et puis, pour finir, dans le cadre du Life Artisan, il y a eu les trophées artisans 2022, pour lesquels 6 territoires ont été reconnus, donc ont été lauréats de ces trophées. Et vous avez du coup, donc ces 6 territoires, non pas en Occitanie, mais à l'échelle nationale, et vous avez du coup des vidéos et des retours d'expérience, des fiches de retour d'expérience qui vous mettent en valeur ces territoires sur différentes thématiques, agricoles, milieux aquatiques humides. Il y a également la ville d'Échirolles sur la désimperméabilisation et végétalisation d'une cour d'école qui pourrait peut-être intéresser Castelnau-le-Lez. Et je pense également à une cour d'école à Montpellier qui est la cour d'école André Bouloche, si je ne dis pas de bêtises, qui vient de faire une vidéo aussi sur la désimperméabilisation réalisée qui pourrait peut-être vous intéresser côté Castelnau-le-Lez. Voilà, je laisse maintenant la parole à Cécile. Désolée d'être allée assez rapidement sur ça, mais on a... Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à vous raconter. Merci beaucoup à tous les intervenants. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de ressources qui sont prévues et qui vous seront transmises. Donc, vous avez quelques moments de lecture et puis de visualisation de vidéos avec des témoignages d'élus qui pourraient vraiment être intéressants à la fois pour inspirer et puis pour relever, comme l'a fait Monsieur Koechlin très bien, les freins, mais aussi voilà les réussites et ce qui fait effet levier quoi pour mettre en place ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur ce sujet-là. Je vais rapidement vous envoyer tout ce que nous vous avons présenté ce matin et voilà, en espérant que ça a pu vous intéresser. On va passer sur le nuage de mots que je vous avais proposé, mais je suis sûre que serait apparu biodiversité, en gros, résilience, adaptation, éco-bénéfice, écosystème. Voilà. Merci beaucoup à tous, bon appétit et bon week-end de Pâques.